Salut, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin et Actu Matin, votre matinale. Merci de démarrer votre journée du 3 mai avec nous en plateau. Wahab Ali Barar, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à On va vous tous. retrouver dans un instant pour les unes du jour. Nous sommes le 3 mai et comme tous les 3 mai de chaque année, on se penche sur la situation de la presse dans le monde. Journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions de liberté et d'éthique. Journée de soutien mais aussi de commémoration des confrères tombés la plume à la main. Le 3 mai, c'est un tout et de cette date, on en parle entre confrères ce matin en plateau. Un invité de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Pinto Signayon, sera avec nous autour de 8h15. L'actualité ce lundi évoque l'entretien exclusif du chef de l'État. Patrice Talon, président réélu au premier tour de l'élection présidentielle, était dans un moment de vérité sur RFI et France 24. C'était vendredi dernier. Ces déclarations font la une de l'actualité ce matin. Il reste intransigeant sur certains sujets, notamment les violences qui ont entaché le processus électoral et son nom à un éventuel troisième mandat. Retour sur les propos du chef de l'État sur la situation politique nationale avec les débatteurs au forum ce matin. En politique, il sera également question de la démission de Jean-Michel Abimbola du Bloc républicain. La presse en parle également. On rappelle qu'il était depuis novembre 2020 sous le coup d'une suspension prononcée par sa formation politique pour des faits qui lui sont opposés. Nos analyses, si nous avons un peu de temps, on va en parler. On reviendra également sur le point de presse du procureur de la République. Sa sortie fait cas de la découverte d'une importante cargaison de munitions calibre 12. C'est dans la région de Bonté. C'est une nouvelle qui fait froid dans le dos depuis son annonce. On dira un mot également là-dessus. Merci de nous rester fidèles. Installez-vous sur Canal 3 et Actu Matin. C'est parti pour environ 2 heures d'infos. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Allez, les toutes premières informations à la une des parutions du jour et c'est avec vous, Wahab Ali Para. Oui, rebonjour Christian et rebonjour à tous. Il y a dans l'actualité cette sortie médiatique du chef de l'État avec les confrères de Radio France Internationale et France 24. On retrouve également dans les parutions de ce lundi cette affaire qui fait grand bruit depuis la fin de la semaine. Affaire 70 000 cartouches de calibre 12. C'est Fraternité qui en premier ce matin en parle. Découverte surprise de plusieurs cartons de munitions dans les collines, redoublée de vigilance. L'UDBN pense que Dieu a sauvé le Bénin. Violence préélectorale, corruption et impunité. Patrice Talon maintient la fermeté. Le journal donne à lire à ses pages 2 à 6 l'intégralité de l'interview accordée à RFI et France 24 par Patrice Talon. Activité de la Caisse nationale de sécurité sociale, réflexion pour la préservation du capital humain des agents d'entreprise sur la cartographie des risques en entreprise outillée. Avis de cession globale des actifs de la société Coteb SA et puis fête du travail, l'ONG Club Excellence ADECO célèbre les artisans. À la une maintenant de l'autre quotidien, entretien du chef de l'État sur RFI et France 24, Patrice Talon promet la fermeté dans le règlement des violences électorales. Et puis dans un entretien sur BBC Africa, Wilfried Léandre Ngbeji crache sa part de vérité.
Le journal de notre époque, The Voice Afrique francophone, Giovanni Le Vrai The Voice. Le matinal, découverte d'une cargaison de cartouches à Banté, les explications du procureur spécial de la Criette. Une enquête est ouverte, nous apprend le matinal. Et puis troisième mandat présidentiel du 11 avril, violence préélectorale. Patrice Talon dit tout sur RFI et France 24. Le journal donne à lire également l'intégralité de cet entretien accordé à RFI et France 24 par Patrice Talon. Palabre au quotidien, Parti Bloc républicain, les vraies raisons de la démission de Jean-Michel Abimbola. Et puis journée internationale de la liberté de presse, la Sogema honore 2 agents admis à la retraite. Le leader du jour, acte de terrorisme et d'atteinte à la sûreté de l'État, 70 000 cartouches en circulation au Bénin. Pour quelle destination et pourquoi faire, s'interroge le journal. La primeur à présent, célébration de la fête du travail à la Sogema, le directeur général Armand Gansé en symbiose avec ses collaborateurs. Phase finale du concours The Voice Afrique francophone, les Béninois récalés, les internautes partagés entre fierté et déception. Bénin intelligent, entretien avec RFI et France 24, Patrice Talon rétablit l'image du Bénin. Un troisième mandat définitivement écarté. Et puis, parti du bloc républicain, Jean-Michel Abimbola démissionne, nous apprend Bénin intelligent. Les 4 vérités, découverte d'une cargaison de munitions dans la commune de Banté, l'UDBN exhorte les autorités à identifier d'éventuels caches d'armes. Le procureur spécial de la Criette ouvre une enquête judiciaire. Et puis, la Fondation Malerosso apporte son soutien à Claudine Prudencio, victime d'une campagne de dénigrement. L'informateur qui ce matin nous informe que Patrice Talon est intransigeant sur la poursuite des auteurs et complices des violences électorales. Et puis saisine de 70 000 munitions en route pour Gouka dans la commune d'Abomey-Calavi. La Criette n'écarte aucune piste. Quotidien L'Observateur, écho des finalistes béninois à The Voice Afrique francophone, l'honorable Patrice Nobimé Agbo-Dranfort pointe du doigt MTN et Move Bénin. Et puis prétendu acte de vandalisme sur un véhicule à Allégreta, un autre coup pour troubler la quiétude des populations. Le potentiel sur les médias internationaux, France 24 et RFI, Patrice Talon met à nu le terrorisme politique au Bénin. Ni grâce ni amnistie pour les artisans de la violence électorale. Talon assure qu'il quittera le pouvoir en 2026. Un mandat du bien-être, indicateur de toutes les actions public. Et puis découverte de munitions d'armes de guerre à Banté, l'UDBN dénonce des actes attentatoires à la sûreté de l'État. Le Soleil Bénin Info, découverte de 70 000 cartouches de calibre 12, un plan machiavélique contre le Bénin éventré. La Nation, Patrice Talon sur RFI et France 24, les Béninois tiennent beaucoup à la limitation des mandats. Découverte de 70 000 cartouches à Banté, le parquet spécial de la Criette ouvre une enquête. Lire la déclaration du procureur Mario Metonou dans les colonnes du quotidien de service public. La Relève Info, week-end politique dans la commune de Ouida, Guylaine Kodo en communion avec son réseau de femmes. Objectif, consolider les acquis de l'Union progressiste pour des victoires plus grandes. Et puis fête de travail au Bénin, Dr Cyril Goubedji en parfaite communion avec les artisans de Kové.
Info matin pour finir, Christian Dandédian, découverte d'une cargaison de munitions à Gouka dans la commune de Banté. L'UDBN inquiète, exige une clarification. Et puis démission du ministre Jean-Michel Abimbola du bloc républicain. À quand la démission du gouvernement s'interroge. Info matin. Voilà Christian, un tour rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient sur cette découverte un vendredi dernier de 70 000 cartouches de calibre 12. Le journal qui titre donc découverte surprise de plusieurs cartons de munitions dans les collines. Redoubler de vigilance. Voilà, et l'article est à lire en page 2 du quotidien Fraternité sous la plume ce matin de Moïse Dossoumo avec en prime la photo du directeur général de la police républicaine. Et puis, dans l'actualité, on parle de cet entretien exclusif du chef de l'État avec les médias RFI et France 24. Patrice Talon est revenu sur la situation sociopolitique nationale. Il a parlé également des violences préélectorales, de la corruption et de l'impunité. Sous la plume de Angelo Dossoumo, eh bien, vous pouvez lire ceci et je vous en donne un extrait. Il déclare, je cite, des mots forts, un ton de fermeté et c'est reparti pour une gouvernance du Bénin plus que jamais éloignée de la compromission. Ce sont là les mots de Angelo Dossoumo dans son article publié en page 2 du quotidien Fraternité. On y reviendra en cours d'édition, notamment en fin d'émission avec Séraphin Assiomo qui est en train de lire pour nous la presse nationale et le quotidien Fraternité qui vous propose en intégralité cet entretien du chef de l'État. C'est à découvrir en page 3, 4, 5 et 6 du journal Parution du jour pour revivre un peu les déclarations, les propos du chef de l'État lors de cet entretien exclusif. Le sujet, nous allons l'aborder tout à l'heure, juste après le mini-journal au forum de discussion avec l'ensemble des débatteurs. Restez donc avec nous. Vous êtes là, Ingrid Day, pour le mini-journal. Bonjour, bienvenue. Merci Christian, bonjour. Bonjour à tous. Les professionnels des médias à l'honneur ce jour, lundi 3 mai, à l'occasion de la célébration de la journée de la liberté de presse. Le ministre de la Communication de la Poste, Alain Orunla, s'est adressé aux acteurs de ce secteur. Dans son message, il a salué le dynamisme et le professionnalisme de la presse béninoise. Vous l'entendrez dans quelques instants. Et avec Assombo Kanye Assombo, on va parler des mouvements de grève autrefois fréquents dans le monde éducatif, mais qui ont cessé depuis l'avènement du nouveau départ. Quels sont les impacts de la cessation des grèves dans ce secteur? À suivre dans ce mini-journal. Voilà, le développement de tous ces titres, ce sera avec vous, Ingrid Day et moi en ouverture. Restez avec nous, mesdames et messieurs. La pause pub, nous vous revenons juste après. Désormais, le restaurant La Table du Maire s'occupe de votre petit déjeuner. Prenez rendez-vous du lundi au vendredi à partir de 7h pour déguster nos différentes formules de petit déjeuner. Recevez en bonus un journal Fraternité pour la formule municipale. Le petit déjeuner à La Table du Maire, c'est aussi s'informer à travers les quotidiens les plus lus de la place. Nous sommes situés dans la 2e rue à gauche, après l'entrée principale de la mairie de Cotonou, en quittant le feu tricolore du ciné Okpeoloa. La Table du Maire. Satisfaire votre appétit est notre préoccupation. 7h17, nous ouvrons le mini-journal sur Actu Matin par la célébration de cette journée du 3 mai, journée internationale de la liberté de presse. Le Bénin célèbre donc ces professionnels des médias qui ne cessent de donner de la visibilité à toute initiative publique et privée. À l'occasion, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, a livré un message à l'endroit des acteurs de ce secteur. Dans son message, il a salué le dynamisme et le professionnalisme de la presse béninoise. Nous vous proposons de l'écouter. 3 mai 2021, le monde entier célèbre la 28e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À l'occasion de cette importante journée initiée par l'UNESCO pour célébrer la liberté de la presse et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession ou qui ont été victimes de différentes violences, je me fais, une fois encore, l'heureux devoir de saluer avec beaucoup d'admiration les professionnels des médias de mon pays en signe de reconnaissance de la qualité de leur contribution à la construction d'un état de droit et de la démocratie chez nous au Bénin.
Reporters sans frontières a fait connaître son classement au titre de l'année 2021 et a positionné notre pays au 114e rang. Ce rang est un appel renouvelé lancé à notre pays à ne pas relâcher ses efforts et à redoubler d'ardeur pour la liberté de la presse, qui est une quête permanente. Le gouvernement en prend acte. Je voudrais cependant me réjouir, cette année encore, de ce que mon pays n'a pas été épinglé comme un pays dans lequel les journalistes sont tués ou assassinés. Je suis aussi conscient que beaucoup d'efforts restent à faire et que nous devons effectivement redoubler d'ardeur. Il ne peut en être autrement, car le gouvernement et le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ont fait le pari de renforcer la démocratie et l'État de droit au Bénin. À cet effet, à la suite du Code de l'information et de la communication, ils se sont engagés dans le programme d'action du gouvernement, dans le domaine des médias, grand indicateur de la démocratie, à assurer la liberté de la presse et l'accès équitable de tous aux organes de presse. Cette ambition est parfaitement en harmonie avec le thème retenu par l'UNESCO cette année, à savoir l'information comme bien public. Par ce thème, l'UNESCO appelle l'attention sur la façon dont le journaliste dépend de l'écosystème plus large qui permet à l'information de devenir un bien public. Il me paraît aussi établi que ce thème voudrait s'intéresser à la responsabilité sociale du journaliste et interroger la pratique du métier aujourd'hui et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la production et la circulation de contenu. Je voudrais saisir l'occasion pour inviter les professionnels à plus de professionnalisme et à plus de rigueur dans la production et la diffusion de contenu. Je pense beaucoup plus aux acteurs des nouveaux médias, Internet, sites web, réseaux sociaux, applications mobiles, etc., sur lesquels les problèmes se posent beaucoup plus afin que les contenus qu'ils proposent donnent moins de soucis et aillent dans l'intérêt du public, soient utiles et constructifs pour la société, la démocratie et l'état de droit. Et voilà, Alain Oronla, ministre de la Communication et de la Poste. On rappelle que le thème de cette journée mondiale de la liberté de la presse est intitulé « L'information comme bien public ». Et en cours d'édition, on recevra notre invité qui nous vient de l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, Pintos Gnagnon. Avec lui, on évoquera la célébration de cette journée. Restez donc avec nous. Et puis, dans la suite du Midi Journal, cette découverte surprise, on parle de son 10 000 cartouches de calibre 12 retrouvées dans un minibus à Gouka, c'est dans la commune de Bonté-Ingrid. Oui, Christian, la découverte fait suite à un accident de circulation dans lequel était impliqué le minibus. D'où vient cette cargaison et quelles pourraient être les implications de la présence d'une telle cargaison sur le sol béninois? Le procureur spécial de la Criette qui s'est saisi de l'affaire a tenu un point de presse pour éclairer l'opinion publique. On l'écoute. Mesdames, Messieurs, hier, vendredi 30 avril 2021, aux environs de 5 heures du matin, le commissariat de Gouka a été saisi d'un accident mortel de la circulation qui s'est produit à hauteur du village Agmon, dans l'arrondissement d'Atokolibé, commune de Bonté. Les premières constatations ont permis de relever que l'accident s'est produit entre un minibus de marque Mazda, immatriculé BH0337RB, de couleur rouge, et un bus de marque Renault appartenant à la compagnie coopérative Transport Voyageurs, en abrégé CTV, immatriculé BH1479RB, sur la route nationale inter-État numéro 3, tronçon Savalou-Banté. Venant de Gouka, le minibus qui roulait certainement à très vive allure en direction de Banté est entré en collision frontale avec le bus qui était en stationnement au bord de la voie. Des quatre occupants du minibus, 2 sont décédés sur le champ et un troisième, le conducteur, a succombé à ses blessures quelques instants plus tard à l'hôpital de zone de Savalou.
La fouille du minibus a permis de découvrir qu'il transportait 56 sacs de jute imbibés d'huile rouge. 56 sacs. Cependant, à l'ouverture des sacs, en lieu et place de l'huile rouge, il a été découvert des cartons de munitions de calibre 12 soigneusement emballés. Au décompte, ce minibus transportait 70 000 cartouches de calibre 12. 70 000 cartouches de calibre 12. Tout porte à croire que le marquage des sacs à l'huile rouge est destiné à tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité. Le seul rescapé de l'accident dit répondre au nom de Kankalala Aziz, de nationalité togolaise. Il réside à Aledjo, au Togo. De ses premières déclarations, il ressort qu'il a l'habitude d'aider le conducteur du minibus, également de nationalité togolaise, à décharger ses marchandises. Cette fois-ci, il aurait été sollicité la veille aux environs de 20 h à Aoro, village situé sur l'axe routier Bassila-Banté, pour aider à décharger la cargaison à Gouka et à Akpassi, dans la commune de Banté. Il précise qu'au moment où il prenait place à bord du véhicule, il s'y trouvait déjà 2 individus, plus le conducteur. Mis au courant de ces événements, j'ai fait ouvrir une enquête en vue d'établir l'origine précise de la cargaison, le lieu de son chargement, le ou les expéditeurs, le ou les destinataires, leur motivation réelle, ainsi que l'usage auquel la cargaison est destinée. Les officiers chargés de cette enquête sont à pied d'œuvre et je garde un contact permanent avec eux. Je rappelle que ces faits interviennent dans un contexte où plusieurs actes de violence, d'attaque et d'agression ont été planifiés pour empêcher l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Certains de ces actes ont malheureusement été mis à exécution et ont engendré de nombreux blessés graves au sein des forces de défense et de sécurité de notre pays, dont certains ont été atteints par des balles de calibre 12 et des armes de guerre dans les localités de Banté, Gouka, Akpassi, Savé, Papané, Tchaouro, Parakou, pour ne citer que celle-là. Il faut rappeler qu'au thème de l'article 161 de notre code pénal, que je cite, constitue un acte de terrorisme, l'infraction prévue aux articles 162 et 163 ci-après, qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à l'État et commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement la population ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques, sociales de la nation. L'article 162 du même code précise constitue aux conditions prévues à l'article 161 ci-dessus un acte de terrorisme, l'atteinte volontaire à la sécurité intérieure et ou extérieure de l'État, l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, la mise au point, la fabrication, le transport et la mise en circulation, et nous avons souligné, ou l'utilisation illégale d'armes, d'explosifs, de munitions, de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide de telles substances. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de vous apporter de plus amples informations sur l'évolution de cette enquête. Je vous remercie. Imet Hélène Amousso nous fait à présent le point de cet atelier de capitalisation des acquis du projet Cité.BJ. Il s'agit ici de la dernière assise d'une longue série démarrée depuis plusieurs semaines. L'initiative est soutenue par plusieurs partenaires dont l'Association nationale des communes du Bénin et vise à peaufiner la rédaction des documents récapitulatifs des acquis du projet. Reportage. Démarré en 2018, le projet Cité.BJ arrive à terme. Initié pour impacter la participation citoyenne, le projet dans sa phase pilote a pris en compte les communes de Boy, Contofor,
Avant Nkou Ebani Kouara, il a permis d'élaborer des outils numériques divers, lesquels ont aidé les citoyens à interagir avec les autorités locales. L'objectif étant de contribuer à l'accélération du développement à la base. Depuis 2018, nous mettons en œuvre un certain nombre d'activités et d'initiatives. Nous avons mis notamment à leur disposition des applications numériques qui permettent aux citoyens de pouvoir remonter diverses préoccupations. Ça peut être des plaintes, ça peut être des suggestions, ça peut être des propositions d'idées. Nous avons retenu, dès le démarrage du projet, de pouvoir réaliser une capitalisation au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on met en œuvre les interventions, on les documente. Et pour ça, nous nous sommes dotés d'un certain nombre d'outils. Après 3 années d'exécution, acteurs et autres parties prenantes au projet procèdent ici à l'inventaire et l'évaluation des différents outils développés. 3e et dernier d'une série, cet atelier va permettre aux participants de peaufiner la rédaction des documents de capitalisation des acquis du projet. Également présents à ces assises, les partenaires CIDR et l'Association nationale des communes du Bénin se sont félicités du parcours fait ensemble. Ce 3e atelier va nous permettre de faire le point sur ces 2 thèmes, donc les outils de participation citoyenne qui ont été divers et variés, mais également les outils numériques qui ont facilité la participation citoyenne, tant au niveau de la formation, information, sensibilisation, concertation et co-construction. Nous pourrons maintenant avoir un document complet sur quoi proposer, aider les autres communes du Bénin à mettre en œuvre pour animer la participation citoyenne dans leur commune. Nous avons bien fait, ANCB et CIDR, de partir d'un échantillon. Avec les 4 communes, nous avons bien mesuré l'utilisation du numérique dans la participation citoyenne. Nous avons relevé les difficultés et ces ateliers de capitalisation permettent de circonscrire les pas à poser lorsque nous voulons aborder la question de la participation par le numérique. Exécuté avec succès selon les acteurs, les différentes initiatives du projet ont intéressé et séduit plus d'un. Des structures et organismes ont même envisagé des partenariats selon la coordination. Pour la dissémination des acquis, l'équipe d'exécution pense organiser des ateliers régionaux pour partager avec les autres communes du Bénin les expériences vécues. La dimension genre, à en croire les responsables, sera dorénavant davantage prise en compte. Retour maintenant sur la fête du travail célébrée samedi dernier, 1er mai dans le monde entier au Bénin. Le syndicat national des travailleurs de la Bank of Africa aussi sacrifié à la tradition à travers un séminaire. Rachidi Soubérou. La célébration cette année de la fête du travail par le syndicat des travailleurs de la Bank of Africa l'a été avec une particularité, l'organisation d'un séminaire syndical suivi d'un déjeuner. Réunis à Cotonou à l'occasion, les travailleurs de l'institution financière ont été entretenus sur le management de la qualité, gage de la prospérité de l'entreprise. Et pour que celle-ci prospère, les agents de la BOA sont conscients du travail qu'ils ont à faire de nouveau. La célébration de ce jour, au-delà du caractère festif, ne doit pas nous faire oublier les défis et enjeux majeurs du monde du travail. C'est dans notre dévouement à y trouver les solutions que résidera notre mérite, tout comme l'ont fait nos professeurs du monde syndical. L'une des premières banques à s'installer au lendemain du choix d'un système démocratique par le Bénin, la BOA a survécu. Une survie due aux efforts permanents du personnel et des responsables de l'entreprise qui ont mis en avant une franche collaboration. Et c'est justement ce que salue la direction générale. Ce partenariat gagnant-gagnant qui est tissé entre la direction générale et le personnel permet de conserver au sein de notre institution un climat social apaisé, gage de réussite. Ceci est dû, entre autres, à la qualité d'écoute de la direction générale, toujours disposée à recevoir les doléances du personnel et à y répondre dans la mesure du possible.
Pour y arriver, c'est que nombre de réformes et d'améliorations ont été observées. Si aujourd'hui la BOA a gardé le cap en demeurant parmi les meilleures banques de la place, c'est qu'elle le mérite. Et elle peut l'être davantage si le syndicat œuvre d'une manière plus moderne. Qu'est-ce que le syndicat peut apporter dans la gouvernance de l'entreprise pour faire en sorte que le personnel, les militants comprennent qu'ils ont des droits, mais n'oublient jamais qu'ils ont des devoirs vis-à-vis de l'entreprise. Pour la CSA Bénin, on ne le dira jamais assez, le syndicat aujourd'hui doit cesser d'être au service uniquement du travailleur et doit résolument être au service de l'entreprise et du travailleur. Dans la matinée du 1er mai, une séance sportive organisée par le syndicat des travailleurs de la BOA a réuni une partie du personnel à la plage de Cotonou. La catégorie des dames a fait une marche de 3000 mètres et celle des hommes le double. À l'arrivée, les gagnants, tout comme les participants, percent à la manière de leur institution financière, puis récompensés lors du séminaire syndical. On parle toujours de la célébration de la fête du travail avec l'Union des syndicats des travailleurs du Bénin qui a tenu samedi dernier à la Bourse du Travail son premier conseil national au titre de l'année 2021. Les discussions ont notamment tourné autour du financement de l'action syndicale au Bénin. Clément Adjadi. Le financement de l'action syndicale préoccupe l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Pour en discuter, il a choisi ce jour au 1er mai dédié aux travailleurs du monde pour réfléchir sur la question avec ses militants. Financement de l'action syndicale, quelle alternative à l'appui financier de l'État? C'est le thème autour duquel les discussions sont menées à ce premier conseil national de l'UNSTB. Le conseil syndical chez nous, c'est l'instance de décision entre deux congrès. Aussi, c'est un instant de reddition de comptes. Et aujourd'hui, nous l'avions couplé avec la fête du 1er mai, qui est la fête des travailleurs. Compte tenu de notre position aujourd'hui, comment nous tenons nous prendre financièrement pour pouvoir demeurer organisation et confédération entière. C'est de ça que nous avons parlé surtout. Outre le thème principal retenu pour la séance d'échange, plusieurs autres points importants ont également meublé la rencontre. À l'occasion, les militants ont exprimé à cœur ouvert leurs préoccupations et des propositions et engagements ont été faits. Il arrive dans la vie de toute organisation des moments difficiles. Et la capacité de résilience de l'organisation également, c'est l'organisation qu'elle doit mettre en place pour sortir victorieuse de ces situations difficiles. Et je pense que les propositions que vous avez faites vont permettre de traverser ce moment avec beaucoup de succès. Et donc les propositions qui ont été formulées ont été bien enregistrées et comme le disait tout à l'heure le DG, à la fin de ce conseil, il y aura une recommandation qui sera faite, une résolution qui sera prise par rapport au financement de l'action syndicale. Des stratégies sont aussi envisagées afin de faire du financement de l'action syndicale au Bénin une réalité. La rencontre est également marquée par le bilan de la participation aux élections professionnelles passées de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Éducation maintenant, autrefois perturbé par des mouvements de grève, le secteur éducatif a connu de meilleurs jours depuis l'avènement du nouveau départ avec les nombreuses réformes engagées dans le domaine. Dans le reportage que je vous invite à suivre, Assongbon Kanya Assongbon nous parle des impacts de ces réformes, notamment celles liées à la cessation de grève dans le monde éducatif. Depuis quelque temps, l'on ne parle plus de grève au niveau des établissements scolaires publics. Les cours se déroulent normalement, contrairement à ces années scolaires perturbées par des mouvements de grève et pendant lesquels écoliers et élèves étaient laissés à eux-mêmes. Pour les acteurs de l'éducation, les résultats sont encourageants. Nous avons senti un impact positif sur
le niveau des apprenants. Donc, ils sont réguliers au cours et ils travaillent bien. Le niveau est un peu corrigé et nous avons de bons résultats à ces temps-ci. Nous avons fait un résultat à hauteur de 85%. Nous ne laissons pas du tout le temps aux apprenants. Nous avons organisé des TD sans cesse. Et il faut reconnaître qu'il y a aussi des devoirs hebdomadaires que nous faisons chaque semaine. Et on peut dire que c'est ça qui nous a permis d'avoir ce résultat. Soucieux du prix que payent les apprenants du fait de ces mouvements de grève, le gouvernement a pris des mesures. Aujourd'hui, la régularité des apprenants et des enseignants au cours a porté ses fruits. C'est ce que pense nombre d'acteurs du système éducatif. L'absence au niveau des établissements, des élèves complètement baissés, si bien que les enfants sont à l'école tous les jours, presque. Les enseignants sont maintenant réguliers parce qu'il n'y a plus la grève comme on l'observait entre-temps. C'est l'un des facteurs qui a aussi donné ce résultat. Pour d'autres, le monde syndical surtout, le système éducatif béninois comporte des problèmes qu'il faut résoudre. Aujourd'hui, qu'il y ait grève ou pas, le système scolaire béninois traîne cet art qui relève essentiellement, disons, des politiques publiques qui sont mises en œuvre. Alors que le droit de grève dans une situation comme celle-là devrait viser à corriger l'état de ces politiques publiques. Mais il se fait qu'on a pensé qu'il faut rejeter tout le tort des tares du système éducatif béninois sur l'exercice du droit de grève. Alors que le droit de grève, dans notre situation, devait permettre aux autorités qui ont en charge les politiques publiques d'ajuster les choses au mieux des intérêts de chaque parti. Malheureusement, affirment les défenseurs de cette thèse, les espoirs ne sont pas au rendez-vous. Les acteurs que nous avons en présence n'ont jamais fait du dialogue ou de la négociation un instrument privilégié de progrès. Et c'est surtout ça peut-être qui a laissé croire au gouvernement qu'en réduisant le droit de grève, en limitant ça, on peut faire des progrès. Mais il est évident que ces progrès-là n'ont pas été réalisés. Parce que lorsque on a limité le droit de grève, ou bien on a tenté de contrôler ça, et qu'on a encore des arriérés de salaire, et que l'on recourt encore aux aspirants dans un système éducatif, et que l'on travaille à faire en sorte que les salaires ne progressent pas, et que le palais de la ménagère soit ignoré, que le pouvoir d'achat s'effrite, il est évident que la contre-performance viendra de ce que les acteurs sont essoufflés, de ce que les infrastructures sont désuètes, et tout ça, il faut corriger ça. Pour l'instant, les acteurs du système éducatif ne voient pas le problème de cette manière. Ils estiment qu'on ne peut parler de contre-performance avec les mesures mises en place pour freiner les incessantes grèves. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Actu Matin, Christian. Merci à vous, Ingrid. Merci pour ces informations en images. Le retour sur l'actualité sur Canal 3 Bénin, c'est tout à l'heure quand il sonnera à 13h. Prenez donc le rendez-vous. La suite de votre matinale Actu Matin, pendant qu'il sonne 7h43 minutes, eh bien, nous allons installer les débatteurs pour le forum de ce matin. On reviendra sur un certain nombre de sujets d'actualité, notamment l'entretien exclusif du chef de l'État. C'était vendredi dernier. On reviendra donc sur les propos de Patrice Talon sur la situation socio-politique nationale, ses déclarations et nos commentaires en plateau ce matin. Dans la suite, on abordera également la question de la lutte contre l'insécurité au Bénin avec cette cargaison de munitions qui a été découverte à Bonté. Et puis, on dira un mot sur cette journée, la journée mondiale de la liberté de la presse, puisque aujourd'hui, nous sommes le 3 mai et c'est l'édition 2021 de cette journée. On dira un mot là-dessus juste après. Nous recevrons en plateau un invité de l'Union nationale, l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'UPMB. Pintos Gnagnon est donc notre invité. Restez avec nous.
vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Hey, Stan, où est ta voiture? Encore en panne. Et pourtant, j'ai fait récemment ma révision. Je ne sais pas à qui tu confies habituellement ta voiture, mais tu devrais opter pour la sérénité et la sécurité. Va chez Midas. Midas? Midas! Rendez-vous chez Midas, votre nouveau centre d'entretien automobile à Cotonou. Notre équipe qualifiée et formée sur les équipements de dernière génération procède à un diagnostic systématique avant toute intervention et s'occupe également de votre révision conformément au plan d'entretien préconisé par votre constructeur. Nos techniciens interviennent aussi sur le freinage, la batterie, la suspension, mais également la climatisation, la distribution, l'embrayage et l'échappement. Stan, c'est quoi ce sourire-là? Mon ami, c'est le sourire de plaisir retrouvé. Toi, tu es allé chez Midas. Midas, pour vous, on se dépasse. Depuis toujours, les hommes ne cessent d'explorer, découvrir, faire des rencontres, se déplacer pour diverses raisons. Mais lorsque la qualité d'un voyage sort de l'ordinaire et de la routine pour devenir plaisir, on l'appelle Vitesse Press. Vitesse Press, votre nouvelle compagnie de transport en bus, une nouvelle expérience pour de nouvelles aventures. Avant de votre départ, profitez d'une magnifique salle d'embarquement climatisée avec connexion internet et télévision par satellite. Une fois à bord des bus Vitesse Press, laissez-vous bercer par le siège confortable et inclinable, leur grande vitre panoramique. Aussi, bénéficiez du Wi-Fi gratuit à bord, de prises électriques 220 volts pour recharger vos appareils électroniques. Et comme ne faisons pas les choses à moitié, une hôtesse est à votre disposition de jour comme de nuit pour votre bien-être. Innovation, confort, sécurité, Vitesse Press, une nouvelle expérience voyage en bus de Cotonou vers l'intérieur du Bénin. Complément d'information 68 81 81 81 www.vit.express. Dans 3 petites minutes, il sonnera 7h50. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin. C'est le forum de discussion sur Actu Matin. Hakime Ousseni, Herman Anyamboso, Andredosa, Wahabalikwara. Bonjour messieurs, bienvenue. Eh bien, beaucoup de sujets à aborder ce matin. Et le principal, c'est d'abord cet entretien exclusif du chef de l'État. C'était vendredi dernier, quelques semaines après sa réélection pour un second mandat constitutionnel. Eh bien, Patrice Talon s'est ouvert à ses compatriotes béninois et à la communauté internationale à travers un entretien accordé à Radio France Internationale et à France 24. Ceci avant son investiture qui est prévue pour le 23 mai prochain, c'est-à-dire le 4e dimanche du mois de mai. On connaît désormais la pensée du chef de l'État sur les faits politiques, sur la violence qui a entaché le processus électoral, la corruption et puis l'impunité. Herman Parfait Anyamboso, jugez-vous opportun cet entretien du chef de l'État avant son investiture prochaine? Oui, naturellement. Quand vous voyez un peu, vous avez vu ce qui s'est passé dans le Bénin, la manière dont
l'information a été relayée au plan international par les médias internationaux. Il était opportun pour Patrice Talon et donc pour le Bénin entier qu'on puisse clarifier certaines positions, certains faits qui sont produits. Je pense que cet entretien est bienvenu pour faire un peu le tour d'horizon de tout ce qui a pu émailler. Vous avez vu Patrice Talon, d'ailleurs, il a fait un peu recours à ce qui s'est passé en 2019, déjà en revenant sur certains faits, sur certains propos qui ont été tenus, des faits qui ont mis le Bénin à mal au plan international, justement. Et donc, ça permet aujourd'hui de situer les positions, de clarifier des choses. Pour ma part, je pense que cet entretien est opportun. Entretien opportun, cet entretien est bienvenu. Dit il y a un instant, Edmond Parfait à Niamboussou, vous partagez son regard, André. Je crois que c'est pertinent. Vous savez, le chef de l'État s'est beaucoup plus adressé à l'international, à la communauté internationale. Parce que, vous savez, certaines entités ont semblé ne pas comprendre certains événements qui, dernièrement, se sont produits chez nous. Et certains se sont inquiétés. Je crois qu'il était opportun qu'ils puissent donc s'exprimer, qu'ils puissent rassurer ces acteurs-là. Tout en s'exprimant, tout en s'adressant à l'international. Je crois que Patrice Talon s'est aussi adressé à la population béninoise. Parce que même quand on est à l'interne, on peut donc être amené à ne pas comprendre un certain nombre de choses. Je crois que c'était vraiment opportun qu'il puisse donc intervenir et que cela se passe ainsi donc après la proclamation donc officielle des résultats il y a quelques jours de l'investiture. C'était une sortie tout à fait opportune. Ça a permis davantage à Patrice Talon gestion dématérialisée de l'enregistrement de faits d'état civil au Bénin. Ce sens de responsabilité qu'il a souvent caractérisé. Le chef de l'État a pu nous dire clairement son intention, sa position par rapport à certains faits qui ont été faits et posés, qui ont été produits chez nous, à savoir qu'il va rester ferme et que tous ceux qui peut-être envisageraient, espéreraient une certaine grâce de sa part par rapport à ceux qui pourraient être déclarés coupables par la justice au regard donc des faits relevés, je pense qu'ils savent désormais à quoi s'en tenir. Ils ne comptent pas gracier. Je pense qu'il faudra situer la responsabilité et que la justice doit pouvoir faire son travail jusqu'au bout. Je crois que c'est très important aussi à souligner dans cette sortie du chef de l'État. Oui, Hakimi. Je constate que c'est une sortie médiatique de réaction au regard d'un certain nombre de faits qui ont été dits, au regard d'un certain nombre de commentaires qui ont été faits sur l'actualité post-électorale et puis certainement électorale. Et cette actualité est beaucoup plus relative aux violences qui sont survenues à l'occasion donc de la présidentielle du 11 avril 2021. Et vous constaterez que toutes les questions qui ont été abordées l'ont été autour, je dirais, de ce climat de violence qui a régné. Il fallait forcément comprendre ce qui a pu se passer et au-delà espérer que de l'entretien, qu'il soit entendu que le chef de l'État certainement, après son élection, est en train véritablement de tendre la main pour dire les choses comme ça. J'exagère certainement dans la terminologie. Mais de toute évidence, eh bien, moi, je m'attendais malheureusement pas, je dirais, à ce ton de fermeté, même de fermeture. Les deux vont de pair. Fermeté en ce que, quand vous l'avez entendu tout au long de son intervention, c'est que, eh bien, il a fait état de ce que, eh bien, il va s'agir beaucoup plus de la responsabilisation. Tous ceux et celles qui se seraient sentis, je dirais, mêlés de près ou de loin aux violences qui sont survenues à l'occasion donc de la présidentielle dernière répondront des faits qui leur sont reprochés. Rigueur leur serait appliquée et malheureusement, comme ça a été le cas à l'occasion des manifestations pas intéressantes des législatives dernières et où à la fin il y a eu des personnes qui ont été graciées, eh bien le chef de l'État, Patrice Talon, fait entendre qu'il ne sera pas question, et là il était ferme. D'ailleurs, s'il était opportun de réentendre, je dirais, le ton avec lequel il s'est prononcé sur la question, c'est que, eh bien, il y a eu forcément à retenir qu'il ne sera pas
question, je dirais, de grâce. De fermer les yeux là-dessus. De fermer les yeux là-dessus, parce qu'il estime que ça fait un peu trop et qu'il fallait mettre un terme, certainement à travers, je dirais, le niveau de sanction qui sera infligé à ces personnes-là. Comme je l'ai dit, moi j'ai été pris à contre-pied parce que au lendemain de l'élection de Patrice Talon, on élaborait à propos ici sur le plateau, et puis on mettait l'accent sur les grands chantiers qui seront ouverts par le président Patrice Talon, et je croyais Dieu qu'on fait que il va s'agir cette fois-ci, après donc l'élection du président Patrice Talon pour les 5 prochaines années, bien entendu, qu'il va s'agir beaucoup plus d'une certaine ouverture, d'une certaine main tendue. Je reviens beaucoup plus là-dessus. Mais à l'avoir entendu la dernière fois, je me rends compte que place n'est pas faite, je dirais, à cette éventualité. Voilà, je parlais de posture de fermeture d'ailleurs, d'autant d'ailleurs que quand vous l'avez su, nulle part vous ne verrez que ce que nous avons espéré, que nous avons appelé. Parler de dialogue par exemple, il dit que le dialogue il est permanent, donc toutes les fois, il peut toutefois échanger avec la classe politique, mais sur un certain nombre de sujets, il reste, je dirais, ferme. Attends, je reviens à vous tout à l'heure, Hakim Seydou Seni. Alors, en attendant le discours d'investiture du chef de l'État le 23 mai prochain, Patrice Talon, à travers cet entretien, est-il en train de donner le signal de ce que sera son prochain quinquennat? Bon, on peut le dire, hein, parce que vous voyez, le chef de l'État a apporté une image et un son que peut-être la presse internationale à qui il s'est adressé, n'est-ce pas, n'avait pas. Parce que si vous suivez les reportages de nos confrères de l'international, France 24 et RFI en période électorale, vous allez vous rendre compte, vous allez vous interroger, est-ce qu'effectivement ils sont venus sur le terrain pour faire le travail? Certes, on a noté pour ceux qui sont sur le territoire béninois qu'il y a eu bien entendu des violences sur le territoire et dans certaines régions qu'on a connues qui se réclament fiefs de l'opposition ou qui peut-être veulent se faire passer comme des régions qui ont le monopole de la violence et autres. Et que c'est beaucoup plus ces reportages que faisaient ressortir, n'est-ce pas, ces chaînes internationales sans pour autant, n'est-ce pas, écouter le son de cloche, je dirais, de l'État central. Donc, Patrice Talon a répondu à tout cela. Mais moi, contrairement à Kiné, qui peut-être quelque peu étonné de cette fermeté du chef de l'État, moi, je ne suis pas étonné. Parce que j'ai suivi le chef de l'État un peu. Le jour du vote, j'étais à ses côtés pour la couverture médiatique pour le compte de Canal, n'est-ce pas? Dans l'interview qu'on lui a accordée, à ce niveau, il a été catégorique sur les violences préélectorales en son temps, qu'on travaillera à ce que de pareilles situations ne se reproduisent plus. J'ai suivi encore le chef de l'État quand il est allé rendre visite aux soldats blessés à l'hôpital des instructions des armées de Cotonou. Il est resté métallique sur ce détail. Au moment de la célébration de sa victoire à son domicile avec les partisans et autres, sur ce détail-là, si vous suivez le chef de l'État, la mine a changé automatiquement après ces envolées de joie et autres. La mine a changé. Ça faisait donc la 3e étape. À cette 4e étape, il n'a pas changé non plus. Et je crois que ces genres de comportements, c'est ce qui a manqué par le passé pour que les événements se multiplient. Même dans la sous-région, quand il y a des élections, on note, des mécontents par endroit et qui posent des actes, je dirais, inadmissibles. Et donc, chez nous, depuis 1960, quand on a fini la phase des coups d'État et autres, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de sanction. Il n'y a parfois même pas eu d'enquête ou de poursuite à l'endroit de ceux qui vandalisent les édifices publics et autres, que peut-être ces scènes-là ont continué. Et ma foi, j'ai pu comprendre un peu dans les propos du chef de l'État que dans le lot de ceux qui ont été graciés en 2019,
on les a retrouvés dans le lot donc, de ceux qui ont été interpellés. Donc je pense qu'il y a un véritable problème. La grâce, le pardon et autres posent problème. Maintenant, à la décharge du chef de l'État, je peux dire, ce sont des réactions de l'heure. Parce que la grâce présidentielle et l'amnistie n'ont de sens que lorsque, par exemple, les enquêtes ont été menées, les auteurs ont été clairement identifiés, la sanction a été prononcée et que ces personnes, on les a clairement ciblées. Peut-être ils demandent un pardon et que peut-être en partant de la promesse de ceux qui ne reproduiront plus ces genres d'actes, le chef de l'État, ça pourrait peut-être toucher sa sensibilité et qu'il puisse... Donc pour l'instant, on peut qualifier ces propos du chef de l'État comme des réactions de l'heure parce que vraiment, je pense que ces actes... Est-ce que vous voyez la chose dans ce sens, André Dossa, quand il parle de réaction de l'heure, faisant référence aux propos du chef de l'État sur la fermeté avec laquelle il veut conduire. Je l'ai dit à l'entame, je crois que le chef de l'État s'est beaucoup plus adressé à l'international. Le type de médias choisi, le profil de journaliste choisi. Parce que Patrice Talon nous a déjà suffisamment parlé le jour du vote, après le vote, un certain nombre de fois. Un peu comme il l'a rappelé. Et aussi après sa visite aux soldats blessés. Donc c'est beaucoup plus à l'international. C'est vrai, en le faisant, il s'est aussi réaffirmé l'ensemble de ces messages qu'il avait apportés à l'opinion publique nationale. Il les a réaffirmés. Il a davantage expliqué. Parce que c'est quand même un entretien d'1 heure et ça lui a permis de préciser ses intentions concernant donc, ces événements dont nous parlons. Je pense qu'Akimé n'a quand même pas pu être étonné après avoir entendu autant de fois Patrice Talon montrer d'abord son indignation face à ce qui a été fait, notamment après cette visite aux soldats. Akimé peut-être souhaité, il aurait souhaité que l'on pardonnât les auteurs de ces événements. Mais peut-être un petit effort pour se mettre à la place des soldats dont on a tailladé le corps, à qui on a ainsi refait le portrait, peut-être pourrait amener à ne pas envisager de l'indulgence, à ne pas souhaiter que l'on passe par perte et profit ce qui a été fait là. Ce n'est pas de la fermeture. Je pense que c'est un sens de responsabilité que de souhaiter, que d'œuvrer pour que l'on puisse chercher les auteurs et les punir. C'est très important. Parce que, vous voyez, sur des soldats qui défendent le pays, qui nous protègent, on a tiré, on a blessé, on a failli en tuer. Peut-être qu'ils n'auraient pas eu un certain nombre de protections, qu'on parlerait de morts et non de blessés. Que ceux qui organisent un ballet aujourd'hui au camp Guézo, peut-être c'est avec la morgue qu'ils iraient. Ne le souhaitons pas. Mais moi, je pense que ce n'est pas de la fermeture que devrait pour que la justice fasse son travail. Au contraire, il faut souhaiter que ce soit ainsi. Oui, que Patrice Talon n'ait pas montré dans cet entretien un signe d'ouverture, c'est selon, ça dépend de quel côté on est resté pour le suivre. Mais je pense que avant d'envisager une grâce, il faut que la justice situe la responsabilité. Deuxième chose, avant d'envisager quel sens veut-il donner à ce quinquennat ou est-ce qu'il va faire une ouverture? L'ouverture se ferait avec qui? Vers les acteurs politiques, il me semble. Notamment ceux qui ne voient pas, ne regardent pas dans la même direction que lui. C'est de ce point de vue qu'on pourra parler d'ouverture. Et parfois, quand les gens parlent d'ouverture, il semble vouloir dire union nationale, le gouvernement d'union nationale. On n'a pas élu un président pour qu'il vienne s'asseoir avec ceux qui ne sont pas d'accord avec lui pour diriger le pays. Il a élu parce que le peuple qui est allé aux urnes a souhaité que sa vision à lui, ses propositions à lui, ses idées à lui, ses projets à lui soient mises en œuvre. Après, lui, il peut décider d'ouvrir, d'associer d'autres idées qui ne sont pas forcément les siennes pour davantage améliorer. Mais je pense que, au-delà de tout, pour me résumer, il est important que l'on situe la responsabilité. Il est important, effectivement, aussi de rassembler. Et rassembler, de mon point de vue, ne veut pas dire que, oui, fermer les yeux sur ce qui a été fait, fermer les yeux et ne pas punir les auteurs, parce que ça va toujours se répéter. Voilà ce que oui, des réactions de ce côté, Herman Anyambossou. Oui, juste rappeler quand même que le temps, la fermeté, c'est ce qui est souhaité dans pareille situation, parce que justement,
il ne faudrait pas quand même faire ressortir ici des sentiments personnels. Il faut juste voir ce qui s'est passé sur le terrain. Et je l'ai toujours martelé plusieurs fois. S'il n'y avait pas eu accalmie, vous et moi ne serions pas sur ce plateau en train d'élaborer sur des sujets. Je pense que oui, il est du ressort de l'État, du gouvernement, d'assurer notamment notre sécurité. Et donc, quand des individus, pour manipuler à la solde d'acteurs politiques, pensent qu'il faut s'en prendre aux forces de sécurité et de défense, qu'en serait-il quand on dit, quand le bois vert prend feu, qu'en est-il du bois déjà sec? Et donc, je pense que c'est ce qui est dit, moi, ça ne me surprend pas. Et d'ailleurs, quand vous suivez un peu, quand vous faites le point de l'entretien, 1h07 environ, vous vous rendez compte qu'il a abordé, il n'a pas fait que focus sur l'actualité politique. Il est également allé sur le terrain économique, parler un peu de ce que le Bénin a pu réaliser jusque-là. Et donc, il y a même eu des questions, des petits biscuits qui ont été glissés, et il s'en est sorti. Quand on dit par exemple que pour lui, c'est le développement, pas la démocratie, il dit qu'il n'a jamais dit ça. Il dit non, que la démocratie doit être au service du développement. Je pense que, oui, il faut suivre l'interview, suivre ça plusieurs fois pour vraiment se mettre dans la tête et dans la peau de Patrice Talon. Ouais. Alors, on a suivi dans son développement tout à l'heure, André, qui disait que, bon, Patrice Talon, quand il a fait cet entretien, c'est pour s'adresser à l'international, à la communauté internationale. Pensez-vous qu'il soit véritablement compris désormais, après cet entretien à l'international, André, les arguments avancés pour expliquer ce qui s'est passé et les raisons pour lesquelles il a adopté une certaine posture? Au moins aujourd'hui, je pense que ceux qui ont suivi Patrice Talon ont pu retenir que le Bénin a fait l'objet d'une tentative de déstabilisation cautionnée par certains voisins. Et ça sort de la bouche du premier responsable du pays. Vous savez, ça se susurrait, on soupçonnait un certain nombre de manœuvres venant de certains de la sous-région. Et on sait que, plus ou moins, qu'il y a un homme d'affaires qui est en train lamentablement d'échouer dans la conduite des travaux dans notre pays ici, qui n'est même pas capable de réaliser, n'est-ce pas, une petite voie. Et ça dure depuis des années et qui peut-être, à défaut d'avoir réussi à faire un OPA sur le Bénin, pense pouvoir déstabiliser le pays. Et aujourd'hui, on entend de la voix du chef de l'État. La communauté internationale sait que le Bénin, en tout cas, a des choses à reprocher à certains de ses voisins. On a retenu ça comme information. Je pense aussi, et c'est ce qui souvent, vous savez, la communauté internationale est très friande de ces choses-là. Patrice Talon dit qu'il ne va pas se taper un troisième mandat à la tête du Bénin et qui a réaffirmé ce qui est contenu dans la Constitution, à savoir que nul de sa vie ne peut exercer plus de 2 mandats. Il a pu le dire. Vous savez, au pays, au plan local, on est moins intéressé par ces choses-là que la communauté internationale. Il a pu le dire. Ça fait partie des messages contenus dans cette sortie médiatique. Je pense aussi qu'il a pu dire à la communauté internationale, mais aussi au niveau de la communauté nationale, que ses priorités restent le développement. Faire en sorte que dans 2 ans, tous les Béninois puissent avoir accès à l'eau potable. Faire en sorte que nous puissions jouir de l'énergie électrique et d'une énergie de meilleure qualité. Faire en sorte que, n'est-ce pas, qu'au plan social, que le peuple béninois soit épanoui. Et je pense que c'est beaucoup plus, de mon point de vue, ce qui doit nous préoccuper au plan local. C'est prendre partie de nos mots et faire en sorte qu'à chaque année, on puisse faire le point de la réalisation de son programme d'action et lui montrer les objectifs atteints et ceux qui surtout n'ont pas été atteints, ainsi de suite. Je crois que c'est beaucoup plus ce qui doit mobiliser notre attention. Pour le reste, et là, il s'est adressé, les messages, vous savez, tout ne se dit pas clairement. Parfois, il faut lire entre les lignes, il faut davantage voir le sens du regard de celui qui intervient pour comprendre vraiment le fin mot, le subliminal de ce qu'il veut passer comme message. Et c'est pourquoi j'estime qu'il a beaucoup plus parlé à l'international qu'au pays. Alors oui, le Bénin, entre 2 regards, le regard de la communauté internationale sur notre pays et puis l'adresse du chef de l'État, Patrice Talon, à l'endroit de la communauté internationale. Pensez-vous qu'il aurait réussi à convaincre cette communauté internationale-là? Hakim Sedou s'est dit, la voix de Patrice Talon est-il désormais audible à l'international? Elle a été entendue, la voix du président Patrice Talon. En termes de réaction, pas forcément un baromètre pour pouvoir appréhender, savoir si véritablement ça a impacté. Mais toujours est-il que désormais, la communauté dite internationale a son regard et puis à sa perception des choses telles que ça se passe au pays, dites par le chef de l'État, le premier magistrat. Et donc, qui mieux, c'est aux yeux de la communauté internationale,
se positionnerait pour vendre le pays. C'est le chef de l'État. Donc, elle va forcément avoir à s'en tenir ou à décrypter l'intervention du président Patrice Talon sur France 24 et puis RFI. Et ce qui avait été entendu avant, c'est l'occasion de croiser. Parce que cette fois-ci, plusieurs sons de cloche se sont mis à disposition de cette communauté internationale, notamment le son de cloche le plus officiel, celui donc du président réélu Patrice Talon. Maintenant, ce que je n'ai pas souvent compris, c'est que cette communauté pense que, on n'est pas en mesure de respecter ce que nous écrivons, ce que nous mettons dans nos constitutions. Je ne comprends pas. La question du troisième mandat, oui, ça a été tout le temps agité. Feu Mathieu Kérékou, c'était le cas. Le président Boniaï, à maintes reprises, à toutes les fois, il y a une possibilité d'intervention devant la communauté internationale. La question la plus récurrente, c'est de savoir, vous passez le dernier mandat. Je n'ai jamais compris. J'ai jamais compris ça. Parce que nous, ici, on sait que c'est le second et dernier mandat du président Patrice Talon. Et qu'il ne sera pas touché, et ne sera pas, je dirais quoi, remise en cause. Je ne sais pas. Et ça, franchement, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que cette communauté dite internationale passe tout le temps à vouloir nous chahuter, à comprendre si bien nos chefs d'État, parce que peut-être par le passé, il y en a qui se sont vertués jusqu'à présent, il y en a encore qui touchent la Constitution au regard de ce qui est bien, semble-t-il, ce sont les seuls, les plus intelligents que Dieu a envoyés sur terre, et que sans eux, leur pays ne bougerait pas. Mais on a toujours vu la fin de ces chefs d'État qui se comportent de la sorte. Donc, franchement, pour moi, c'était une question de toi que de vouloir savoir si le président Patrice Talon va se présenter pour les élections présidentielles prochaines. Non, il n'y a pas question là, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Le président Patrice Talon fait son second et dernier mandat. Et puis, en 2026, on aura bien d'autres candidats qui se positionneront donc pour conduire les destinées du pays pour les 5 prochaines années. Donc, franchement... ça vous agace aussi? Et sérieusement d'ailleurs, franchement, j'ai jamais compris cette affaire. Je crois que Hakim a bien raison sur ce détail-là. Je crois que la communauté internationale, les confrères des presses, les confrères internationaux ont cette manie de vouloir mettre de l'huile sur le feu sans évaluer l'ampleur des dégâts éventuels. Vous voyez, on pose la question à un chef d'État souverain et on lui demande s'il est sûr. Il donne une réponse, c'est comme si on détient, ou bien il a la facilité de mentir aussi. Vous voyez, moi je trouve que oui, c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes réalités quand il s'agit de l'Europe ou de la France, mais quand on prend un chef d'État souverain en exercice et qu'on lui pose des questions comme si c'est un ancien camarade de l'université avec qui on négociait les matelas des cabines universitaires, je pense qu'il y a un véritable problème. On pose une question au chef de l'État qui donne une réponse. On n'a pas la preuve du contraire. On n'a aucune image qui prouve le contraire. Mais on lui dit, vous êtes sûr? On pose une question sur la question de limitation des mandats, où le Bénin a été le modèle en précisant dans sa constitution qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Je pense que ce détail est sur initiative du chef de l'État. Maintenant, on lui demande qu'il a la même mise sur l'Assemblée nationale et autres. Est-ce qu'il n'envisage pas, par exemple, retoucher la Constitution plus tard? Je pense que si le chef de l'État, Patrice Talon, envisage, un 3e mandat en 2026, c'est beaucoup plus sous cette législature de l'Assemblée nationale qu'il peut rapidement travailler et prévoir une constitution qui lui permette de revenir en 2000. C'est pas en 2023 où il n'a pas encore réussi. Il peut peut-être envisager tout, mais ce n'est pas encore concret. Rien n'est encore réalisé. Mais ce n'est pas encore gagné d'avance. Donc, à la suite donc de André Dossa, je dis oui, Patrice Talon a apporté une voix quelque peu ferme à l'international qui peut-être avait un autre regard. Il a donné une réponse très rapidement en ce qui concerne les inquiétudes des États-Unis d'Amérique, en ce qui concerne les arrestations. Je pense que c'est une inquiétude légitime. On souhaite, les gens font une interprétation de ce que les États-Unis ont adressé
c'est à la partie béninoise. Non, il s'inquiète, il s'intéresse. Chacun sa manière d'analyser. Voilà, et je suis tout à fait d'accord. Mais souhaite, n'est-ce pas, qu'on tienne compte de la présomption d'innocence et que les enquêtes aboutissent. C'est pour dire ne condamnez pas les gens juste pour les condamner. Voilà. Et nulle part, je n'ai entendu un procureur en charge des dossiers de ceux qu'on a interpellés dire que bon, une fois qu'on les a arrêtés, l'enquête ne se poursuit pas. Vous êtes terminé. Oui, on travaille. On va finir sur ce sujet avec vous, Herman Parfait Agnan-Bossou. La question du troisième mandat. Vous savez, c'est souvent l'occasion pour les confrères internationaux de revenir sur ces questions parce que justement, c'est vrai, le Bénin fait exception à cette règle. Patrice Talon a réussi à inscrire ça dans la Constitution, mais dans d'autres pays de la sous-région, on en voit à côté de nous ici, c'est d'autres choses. Le pays de la sous-région, c'est le Bénin ici. Oui, c'est le Bénin ici, mais c'est également l'occasion quand même de rassurer aussi et de dire non, étant donné que c'est moi qui ai demandé qu'on inscrive ça dans la Constitution, pour que personne n'ait à l'idée de revenir au pouvoir alors qu'il a déjà de s'éterniser au pouvoir. Je pense que c'est bien, c'est bon pour le moral, c'est toujours bien de réaffirmer ces dispositions. Alors, toujours dans la même veine de cette réaction du chef de l'État, vendredi dernier, nous avons assisté à cette sortie médiatique du procureur spécial de la Criette, un accident de circulation, des morts et une découverte des cartons de munitions évalués à 70 000 cartouches de calibre 12. Le procureur spécial de la Criette, dans son point de presse, a relaté les faits qui font froid dans le dos et qui nous amènent à poser un certain nombre de questions à Kimé. Faire froid dans le dos, peut-être à la messe, si on veut l'être. Autrement, c'est que ce n'est pas la première fois que des munitions d'urgence sont découvertes. La douane béninoise nous a habitués à ces arrestations, la police républicaine également. Et donc, je me dis que la conclusion première que j'ai envie de tirer, c'est que, ils mènent un commerce illicite de vente des munitions. Et donc, il y a lieu de renforcer les frontières, il y a lieu de redoubler de vigilance au niveau de nos forces de défense et de sécurité et nos amis douaniers pour que véritablement on puisse travailler à la fouille minutieuse des camions, véhicules qui peut-être viendraient des pays d'à côté. Sinon, je n'ai pas une explication particulière, il n'y a pas une déclinaison particulière de ce qui peut se cacher derrière cette découverte, mais je constate alors à première vue que il y a un commerce du genre qui se mène dans notre pays, le Bénin, et le contexte dans lequel nous sommes et où ça fait pas trop calme, trop stable, référence faite donc aux événements qui ont jalonné notre pays courant donc le 11 avril 2021. Il y a alors lieu de véritablement travailler à renforcer, je dirais, la vigilance de nos forces de défense et de sécurité afin que tous ceux et celles qui se trouvaient donc, je dirais, à s'adonner à ce commerce élitiste-là, sachent que les forces de défense sont bien vigilantes, elles veillent au grain et donc elles ne sont pas ou ils ne sont pas les bienvenus au Bénin. Je crois que c'est beaucoup plus l'impression première que vous avez. Alors, depuis la déclaration du procureur spécial de la Criette sur cette découverte, c'est vrai que dans l'opinion, il y a eu beaucoup de commentaires et également beaucoup ont fait de rapprocher cette découverte à la situation, la tension sociopolitique dans le pays, notamment cette région, la région dans laquelle cela a été découvert, Banté précisément. A-t-on tout fait de faire le lien? Wahab Para. Non, je ne pense pas qu'on a tout fait. On peut s'inquiéter parce qu'il y a bien d'éléments qui permettent de se montrer interrogatifs à cette situation. Moi, je suis même tenté de dire que à quelque chose, malheur est bon. Vous voyez, un accident salvateur. Un salvateur salutaire. Personne ne souhaite faire un accident, mais il a fallu un cas d'accident pour qu'on puisse découvrir cela. Parce que le résultat, c'est que quand on utilise ces armes sur des personnes humaines, n'est-ce pas, ça pouvait tuer plus de personnes que des gens qui sont morts dans l'accident ou blessés dans ce cas d'accident. Maintenant, pour évoluer, on a quitté les élections, ça nous fait à peine deux semaines, si mes calculs sont bons, 11 avril dernier à aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte où on a découvert des armes de guerre dans le rang de certains qualifiés de chasseurs qui sont pas loin de cette région, qu'on vienne utiliser des munitions dans la même région où on a retrouvé. Il a été découvert également des munitions de calibre 12 pendant cette période de tension-là. Maintenant,
au-delà de tout, c'est qu'on note que quand on a fini la question liée donc à la période électorale que nous traversons, le procureur spécial d'ailleurs l'a rappelé, c'est de montrer combien, n'est-ce pas, le Bénin devient en quelque sorte une plate tournante de ce genre de choses. Parce que là, c'est l'utilisation de l'argent. Dans quel sens? Ces gens de calibre 12, c'est beaucoup plus l'armée qui l'utilise. Et on n'est même pas seulement habillé en treillis pour aller acheter ces armes. C'est un achat qui se fait entre les États producteurs de ces gens et les États qui en ont besoin. Donc on ne se lève pas juste en tant que militaire, en tant que policier, on porte le treillis, on s'en va acheter. Donc quand cette forte quantité est vendue peut-être à des civils, parce que si ça appartenait à l'armée béninoise, je ne pense pas que le procureur allait sortir et faire une déclaration. Ça veut dire ça que ne doit même pas être transporté dans un minibus. Merci. Donc ça veut dire que ça empruntait une voie irrégulière, n'est-ce pas? Les formalités ont été des formalités irrégulières. Voilà pourquoi on en parle. Donc l'argent est passé par là, parce que si ce sont des civils qui l'ont acheté, c'est à quelle fin? C'est pour quelle utilisation? Je ne pense pas qu'on a besoin de ces calibres 12 pour de simples gibiers quand on va se mettre dans la brousse. Donc nous ne sommes pas un pays en guerre. Nous ne sommes pas un pays en guerre. Donc quand il y a des gens qui peut-être pour leur mécontentement, peut-être j'exagère, pour leur mécontentement, manifester leur mécontentement, ils pensent que le meilleur choix ou la meilleure option est d'utiliser des armes pour inquiéter le peuple. Je pense que c'est une mauvaise idée. Alors ça nous renvoie également à un certain nombre de déclarations. Herman Parfait à Niamboussou, nous avons entendu des acteurs politiques qui ne sont pas sur le territoire national, qui manifestant leur mécontentement sur ce qui se passe au Bénin, ont demandé à ce qu'il faut, je sais pas quoi, armer les chasseurs. Il faut leur donner les moyens. Quand on vient faire ce genre de découverte, est-ce qu'il n'est pas question là de s'interroger sur la véritable provenance de ces munitions? Oui, c'est difficile ce matin de parler juste de découverte. C'est plutôt qu'il y a eu des déclarations qui ont déjà été faites par le seul rescapé de l'accident. Et c'est en cela que je dis le Bénin a une âme. Le Bénin a une âme, et donc aujourd'hui, heureusement qu'on a quelqu'un qui, rescapé, passe déjà aux aveux. Et il a pu dire certaines choses que le procureur nous a relayées dans sa déclaration de presse. Je pense que c'est difficile de ne pas relier ce qu'on a vu, la cargaison de munitions à ce qui s'est passé au plan politique au Bénin. Parce que justement, on parle de Panthère, on parle de telle région, de telle autre région. Et c'est heureux également que le procureur nous ait dit que des enquêtes se poursuivent pour dénicher d'éventuels commanditaires ou d'éventuels destinataires de ces différents produits. Je pense que c'est une bonne chose. Ça montre que la police veille au grain. N'eût été cet accident, je dis salvateur, peut-être que les gens se feraient passer pour des transporteurs d'huile de palme ou d'huile, n'importe quelle huile, alors huile rouge, alors qu'en réalité il s'agit plutôt de munitions. Je pense, et c'est en cela que je dis, ça rejoint un peu ce que le chef d'État a dit, ça veut dire que les gens n'ont pas encore engagné. Il y a des apprentis sorciers dans le pays qui pensent qu'il faut opposer les Béninois entre eux, qu'il faut faire en sorte que le pays bascule. Ça n'arrivera pas. Ouais. Je crois que nous ne sommes pas nombreux à être, comme Akeme, habitués à voir ces genres de saisies, comme il a dit. Je crois que ça nous éloigne c'est vrai qu'entend la douane, des saisies que la douane peut être donc amenée à faire. Il y a un faisceau d'éléments qui confèrent à ce sujet-là, à cette arrestation, un caractère peu ordinaire. D'abord, la localité, où la nature a fait en sorte que cela soit découvert. Les événements préélectoraux de chasseurs, ainsi de suite, ont pu mettre en lumière une certaine qualité de munitions utilisées par les assaillants, par les chasseurs, et qu'on retrouve dans cette cargaison-là. La quantité, on parle de 70 000 munitions de calibre 12. C'est vrai, il y a un commerce illicite d'armes dans la sous-région, notamment avec la menace terroriste. Mais cette quantité-là, et des propos déjà qu'on a pu soutirer aux rescapés, amène juste à faire un constat, c'est vrai, triste, que
il semblerait que certains dessins funestes fomentés sont toujours d'actualité et que des gens continuent apparemment de vouloir créer ce déluge dont ils espèrent pouvoir donc tirer une satisfaction de leurs intérêts. Et ceci doit pouvoir amener les forces de l'ordre à rester vraiment en alerte et surtout à faire preuve de vigilance pour que les gens ne puissent pas commettre, n'est-ce pas, mettre en œuvre leurs projets malheureux, tristes pour le pays. Je crois que c'est très important à souligner. Il y a peut-être d'autres bus en circulation munis de ces cargaisons macabres. C'est le moyen de transport peut toutefois changer aussi. Mais oui. Lorsque vous entendez un peu comment ça se fait, et ainsi de suite. Et on parle, il y a des traversées de frontières. Ces éléments-là n'ont pas été fabriqués au Bénin. Vous voyez, donc il faut vraiment rester vigilant, chacun en ce qui le concerne. Et surtout que les forces de sécurité, les sécurocrates du pays, tous ceux qui sont impliqués dans le maintien de la quiétude du pays doivent pouvoir redoubler de vigilance. Alors, l'information quand même bien publique, c'est le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Je dirais quoi? Bonne célébration aux professionnels des médias, André, Eman, Wahab, Hakimé. Je préférerais dire joyeux anniversaire à Hakimé. Parce que, vous savez, le détour. Le 3 mai, vous savez, ça donne lieu à toutes les élaborations possibles. Beaucoup de choses, chacun en ce qui le concerne. Vous savez, la presse est aussi variée, multiforme que peut l'être, par exemple, la classe politique ou même la société tout entière. Je crois que la presse que nous avons à l'image aussi, c'est aussi le reflet de notre société. Mais pour être plus formel, moi je pense que aujourd'hui la presse béninoise est en difficulté. Elle vit des moments très compliqués. Les entreprises de presse sont carrément en ruine. Et j'estime que ça aussi, on doit pouvoir le mettre dans le bilan de Patrice Talon. Je pense que le chef de l'État aurait pu mieux faire dans le domaine de la communication. Espérons que pour ce second quinquennat, il va davantage travailler dans notre secteur. Il va davantage travailler à promouvoir des entreprises de presse viables qui puissent vraiment honorer le pays. Et voilà. Et aussi, vous savez, les difficultés que nous notons aujourd'hui dans les médias sont aussi, nous devons pouvoir nous-mêmes assumer une bonne part de responsabilité. Nous souffrons de notre manque de solidarité professionnelle que autre chose. En fait, aujourd'hui, les professionnels des médias ne s'unissent pas autour de leurs défis, ne s'unissent pas pour porter ensemble leur propre cause. Ouais, chacun se bat, chacun essaye de tirer son marron du feu. Et puis, on est là à constater qu'en fait, dans l'ensemble, que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, il faut davantage travailler sur ce plan-là. Nous ne sommes pas solidaires, nous ne sommes pas ensemble, nous n'envisageons pas ensemble, nous n'apprenons pas ensemble nos problèmes, nos difficultés, pour ensemble envisager des solutions communes. Donc, voyez, quand vous prenez les patrons de presse, ils sont dans leur syndicat, chacun lutte pour que son entreprise, sa petite entreprise, puisse s'en sortir. Quand vous prenez les employés, que nous sommes, nous autres, on est là, on les observe, mais nous-mêmes, on ne prend pas nos responsabilités. Vous êtes membre de l'UPMB? Absolument, je suis membre de l'UPMB, mais oui, ça c'est... Il est membre du bureau, il n'est pas que membre, nous sommes tous membres, il est membre du bureau de l'UPMB. Et après, donc, non, je pense que nous souffrons, c'est ma position, nous souffrons beaucoup plus de notre manque d'organisation, de notre manque de solidarité en notre sein nous-mêmes, au sein de la corporation, que après ce que les pouvoirs publics peuvent être amenés à faire. Quelque chose à ajouter? Puisque nous allons recevoir un des responsables de l'UPMB tout à l'heure en plateau pour nous en dire plus. Oui, bon, on peut dire que la presse béninoise, n'est-ce pas, ne se porte pas trop bien. Non, ne se porte pas du tout bien. Voilà, parce que et ça, ces 5 dernières années, comme l'a dit André, c'est un peu à mettre aussi à l'actif ou bien dans le bilan de Patrice Talon, puisque l'enfant malade de ces 5 dernières années, c'est bien entendu la presse nationale. Je crois que le président Patrice Talon, à ce niveau, pouvait davantage faire mieux. Patrice Talon, en résumé, ne s'en sort pas avec les acclamations de la presse pour autant. En dépit de tous les accompagnements, en dépit du travail qui a été fait dans la presse pour porter comment dire, l'action publique à la connaissance de tout le monde. Et je pense que dans les formules qu'il a fait sortir en disant qu'il travaillera
davantage à améliorer sa gouvernance, que cette amélioration sera également un regard qu'il portera à l'endroit des professionnels des médias, à l'endroit donc de la presse en général. Parce que même nous-mêmes au niveau de l'interne, vu que il n'y a pas cette facilité, il faut bien préciser, cette facilité aux entreprises privées d'avoir des syndicats et autres, le malaise est encore là dans le rang des ouvriers. Un peu comme l'a dit quelqu'un, les ouvriers font semblant de travailler et les patrons de presse font semblant de les rémunérer. Voilà, Herman Aniaboussou. Bon, c'est vrai que nous avons tout fait de célébrer la journée internationale ou de la santé de la presse, alors que c'est bien la journée internationale de la liberté de la presse. C'est vrai que, et le thème c'est l'information comme bien public. Il faut quand même saluer les efforts qui sont faits par le gouvernement actuel pour mettre à la disposition des journalistes l'information. Quand vous allez sur le site internet du gouvernement, vous avez ce qu'il faut comparativement aux autres, où il faut faire des pieds et des mains, il faut appeler tel ministre, tel temps pour avoir telle information. Je pense qu'aujourd'hui, un effort a été fait. Donc, pour ma part, le thème, l'information comme bien public, il faut dire que c'est un thème qui est d'actualité et donc qui aujourd'hui nous permet à nous, autres professionnels des médias, d'avoir l'information qu'il faut, par exemple pour le peu d'informations qu'il faut. Oui, quand vous faites tout ce qu'il... En fait, c'est quand même des efforts qui sont faits, hein, il faut saluer ces efforts-là. Maintenant, pour ce qui est de la santé de la presse, tout le monde sait que la presse ne se porte pas bien. Peut-être qu'il y aura une journée de la santé de la presse ou une journée de la presse pour faire ce point-là. Mais pour le moment, célébrons la liberté de la presse et puis souhaitons joyeux anniversaire. Non, on n'a pas fini, on va finir avec ça. Non, il n'y a pas de santé de la presse, ou plutôt il n'y a pas de liberté de la presse sans la santé de la presse. Les deux vont de pair. Parce qu'il faut être d'abord bien portant, il faut avoir une presse bien en forme avant de véritablement mettre l'accent sur la liberté. Si vous n'êtes pas, je dirais... résilient. Merci. Si vous n'êtes pas résilient, tenez-vous tranquille. Où est-ce que vous mettez la liberté de la presse? La liberté de la presse, c'est la possibilité pour les professionnels des médias d'élaborer dans des conditions optimales. La liberté de la presse, c'est bien d'éléments. Donc, on n'a pas besoin de dissocier ces deux postulats, les deux vont de pair. Et c'est pour ça qu'il faut, au-delà même du thème qui a été proposé, s'interroger sur la santé de la presse béninoise. Et comme l'ont dit Wahab et puis André Dossa, la presse béninoise se porte pas du tout en bonne santé. Ça, c'est une réalité. On a tout fait d'être confondus. Avant, c'était la presse qui se mêlait de tout. Aujourd'hui, c'est tout qui se mêle à la presse, bien entendu. Et ça fait bien dommage. Il faut avoir le courage de le dire. Les acteurs de la presse, quand on les met chacun dans son compartiment, André a parlé tout à l'heure des patrons de la presse, et ensuite ceux grâce à qui il y a des patrons de presse. Il n'y a pas de patron sans collaborateur, bien entendu. Ce qui anime véritablement cette presse. Bien évidemment. Et donc, quand vous constatez que le fossé, il est hyper grand, pour ne pas dire qu'il est faramineux entre le patron de la presse et le collaborateur, il y a lieu de s'interroger. C'est peut-être lui qui rentre très tard. C'est même pas peut-être, c'est lui qui rentre tard, mais à l'arrivée, ce n'est pas lui qui est rémunéré. Et donc, du coup, on interpelle, bien évidemment, les différentes sphérières de la presse béninoise pour véritablement mettre l'accent sur ce qu'André a dit, c'est la sincérité de la collaboration. Est-ce que les confrères même sont sincères? On a tout fait aujourd'hui de ressembler aux hommes politiques et nous utilisent tels qu'ils veulent. Je n'ai pas envie de revenir sur certains propos qui ont été tenus par certains d'entre eux il y a quelques jours en arrière, mais c'est pour aujourd'hui dire que nous avons intérêt, les professionnels des médias, à soigner enfin la révolte, parce que à la lutte vont les choses, la presse se meurt chaque jour que Dieu fait. Et non seulement elle se meurt, c'est que des confrères se meurent, des confrères meurent du fait parfois de très mauvaises conditions de travail. On a encore perdu récemment. Et donc quand c'est comme ça, quand on veut présenter une bonne image de la presse, c'est qu'il faut travailler véritablement à ce que les acteurs de la presse soient dans des conditions plus ou moins intéressantes. Ce sont les coordonnées, les très mal chaussés. Vous avez la possibilité, et ça peut se passer même tout à l'heure, c'est-à-dire quoi, quand vous vous retrouvez en conférence de rédaction sous la direction de votre rédacteur en chef, il est possible que vous allez savoir pourquoi est-ce que tel collaborateur n'a pas été payé à la fin du mois. Alors même que celui qui va chercher cette information fait 3 mois, 4 mois sans salaire. Et il est dans ce pays, il va au marché, il paye la besoin de cette commodité. Donc à l'arrivée, je crois que ce qu'André a dit sonne comme une certaine réaction. C'est comment est-ce qu'on fait pour que il y ait une certaine collaboration, une certaine sincérité dans les relations. Je vous renvoie au discours du ministre de la Communication. Peut-être que vous aurez des réponses. En réalité, vous savez, c'est aux questions que vous posez. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous parlez de discours du ministre de la Communication. C'est les 3 mai qu'on sait, on sent vraiment qu'on a un ministre de la Communication. Je chambrais un jour le ministre justement de la Communication en lui disant, vous êtes le ministre de l'ORTB.
Et il dit non, je suis le ministre de tout le monde. Il dit non, vous êtes le ministre de l'ORTB. Je crois qu'il faut revoir même la façon dont le ministère de la communication existe et le lien avec les médias en général. Souvent, quand on nomme un ministre de la communication et on ajoute technologie, quelque chose, c'est que le ministre ministre de Facebook, de WhatsApp, des startups, ça s'arrête là. Et jamais une communication. Puis on a dissocié les deux. Et normalement, ça doit permettre davantage au ministère de la communication de se recentrer sur les objectifs, les problèmes de la corporation. Ou changer peut-être la dénomination, le ministre de la communication dira ministre de la presse. C'est beaucoup plus porte-parole. C'est pas la dénomination. Généralement, c'est porte-parole que le ministre de la presse. Il faut revoir un peu, en fait, la façon dont les deux existent et pour que la presse puisse en bénéficier. Et je voudrais finir. Je ne sais pas pourquoi vous avez hésité sur la question. Vous avez fait allusion aux propos extrêmement malheureux de Jacques Ayadi sur les médias. Exactement. Il faut condamner avec fermeté ces gens de propos. Mais c'est un sujet que je pense que nous allons aborder en particulier. On va c'est-à-dire qu'il faut lui payer cette publicité-là, il faut lui donner cette publicité-là et condamner ces propos. C'est malheureux. Sans la presse, je ne pense pas qu'il aurait pu être l'acteur public qu'il est aujourd'hui, au point donc d'avoir la possibilité de tenir ce genre de propos sur les médias. Mais à côté de ça, il faut reconnaître qu'il y a une part de vérité dedans. Tout à fait. Parce que c'est aussi ça le problème. Les gens se lèvent et ils vont parce que quand vous êtes en plateau en train d'enregistrer une émission, il y en a toujours dehors qui sont venus proposer leur service. Ce n'est pas ça être journaliste. Ce n'est pas ça être presse. Donc je crois que oui, c'est vrai ce qu'il a dit, mais je pense qu'il est c'est un peu maladroit pour le dire. Voilà. Merci. Oui, justement, pour revenir à ce que Hakimi a dit, c'est vrai que quand on parle de la santé de la presse aujourd'hui, ça amène également les patrons de presse à repenser aussi le mode de gestion. Ça doit les amener à revoir la vision qu'on a pour la presse aujourd'hui. Est-ce que la presse, il faut l'envisager comme une cocoterie où quand les fruits tombent, on les prend, on les croque et on attend